En 1976, nous vous avions montré la dissection d'une momie au musée de Manchester. Elle était en mauvais état et ne pouvait être exposée. Donc, tout ce que les moyens scientifiques pouvaient nous révéler était bon à prendre. Parfait, allons-y. La boîte? Excellent. Le travail entrepris à cette époque est aujourd'hui approfondi. Au musée, de nouvelles techniques non destructrices ont été mises au point. Et toute la collection égyptienne est analysée. La tête a tourné. C'est une belle momie. Il y a de l'or sur le visage. Oui. Elle va être très intéressante. Il y a une fissure. Plusieurs disciplines entrent en jeu. Le docteur Richard Fawcett et Hilary Jarvis utilisent des rayons X pour mener leurs recherches. Il y a des cheveux. Qu'est-ce qu'il y a dans les orbites? Son nez est bouché. Je me demande si ce sont ces globes oculaires ou du rembourrage. Quelle expression triste. Le docteur Rosalie David est la directrice du projet. Les différentes techniques nous fournissent beaucoup de renseignements sur la vie dans l'Égypte ancienne. Nous découvrons des maladies et parfois la cause de la mort de certaines personnes. Nous glanons de nouveaux renseignements sur les rites funéraires, le régime alimentaire ou encore le procédé de momification proprement dit utilisé dans chaque cas. Mais les cadavres ne sont pas les seuls à bénéficier de ce traitement. Tous les objets du musée de Manchester peuvent nous enseigner quelque chose de nouveau, et plus particulièrement ceux du village de Kaoun, d'où provient l'essentiel de la collection. Dans le cadre du projet Kaoun, nous cherchons des choses plus spécifiques. La technique de fabrication des outils employés à l'époque et la provenance des matériaux utilisés dans les outils métalliques et dans les poteries. Nous nous intéressons donc à des sujets bien particuliers. Ces objets sont d'une simplicité touchante, mais presque encore utilisables. Ces couteaux et ce tabouret ont été fabriqués par des gens qui s'en sont servis au quotidien il y a 4000 ans. Ce ne sont donc pas des objets funéraires à proprement parler. Pourtant, ce sont les tombes des Égyptiens, riches et pauvres, qui nous en apprennent le plus sur la façon dont ils vivaient et mouraient. Les pyramides de Gizeh, les plus grands monuments d'Égypte, furent bâtis pour immortaliser les pharaons. L'adoration et la crainte qu'elles inspirent survivent aux foules de colporteurs, marchands, camelots et autres touristes qui défilent tout autour jour et nuit. Mais les plus modestes sont, elles aussi, riches d'enseignements. Fresques et sculptures constituaient le décor des objets exposés au musée de Manchester. Près de la Grande Pyramide se dresse le tombeau d'une reine. Rosalie David s'y rend pour la première fois. Cette reine s'appelait Meresank, celle qui aime la vie. On retrouve son nom dans toute la tombe, comme ici, sur le linteau de la porte. On lit qu'elle est la fille d'un roi d'Égypte et aussi l'épouse du roi. Sa conception est unique et il est très intéressant d'analyser la tombe d'une reine, car on y trouve des scènes qui apparaîtront plus tard dans des tombeaux de nobles. Voici la reine Hétéphérès, la grand-mère de Meresank.
Son vêtement fait apparaître des épaules très pointues, étranges. C'est un costume absolument unique dans l'ancienne Égypte. La reine a également des cheveux blonds. Ils ont été peints en jaune avec des lignes rouges, ce qui est là encore quelque chose de très rare. Derrière elle apparaît l'occupante de cette tombe, Méré-5 II, vêtue du costume funéraire. On voit une fourrure d'animal autour de son corps et la tête est sur le flanc. Derrière moi se trouve une autre représentation de Méré-5 II. Elle est vêtue du costume de l'Ancien Empire, une longue robe près du corps typique de cette période. Elle a les cheveux coupés très courts sur lesquels elle portait une perruque très élaborée et son nom est écrit en hiéroglyphes au-dessus de sa tête. Nous voyons ici de très belles scènes de Méré-5 à côté de sa grand-mère, Téphérès, sur un bateau de papyrus. Elles sont transportées par le petit personnage à l'arrière et on voit devant un petit enfant. En haut du mur est peinte une procession de porteurs qui amènent des offrandes à la reine. Devant chacun d'eux se trouve un cartouche où est écrit le nom de la région ou de la ville dont ils sont originaires. Ils viennent des 4 coins d'Égypte apporter leurs produits à la reine. Cette scène est intéressante et on la retrouve surtout dans les tombes les plus récentes. On attrape des oiseaux à l'aide d'un grand filet. Des hommes resserrent les filets pour capturer les volatiles afin de les préparer, de les plumer et de les mettre dans des paniers. Mais cette scène a aussi une signification magique. Dans la basse époque, les oiseaux symbolisaient les ennemis de l'Égypte et leur capture traduisait donc le pouvoir exercé sur les ennemis du pays. Cette tombe est unique en son genre et elle est d'autant plus intéressante qu'on peut la relier à la pyramide juste à l'extérieur, celle de Khéphren. Il existe une relation très touchante entre le roi et la reine qui s'étend bien sûr au tombeau des nobles. Les gens qui vivaient en Égypte dans l'Antiquité pensaient que la vie après la mort était en fait une réplique de celle ici-bas, mais sans les difficultés. Ils essayaient donc de recréer les conditions qu'ils avaient connues dans cette vie. Si un homme occupait un rang élevé dans la hiérarchie sociale, il voulait quelque chose d'identique dans l'autre monde. Il voulait que ses domestiques travaillent sur son domaine et jouir du pouvoir qu'il avait exercé en ce monde. Tout ceci est donc recréé dans la tombe, car on pensait que le défunt se mettrait au diapason des scènes peintes sur les murs et qu'il pourrait en profiter pendant l'éternité. Voici la tombe de Kar, qui vivait sous la 6e dynastie. Il était secrétaire particulier du roi Pépi II et grand prêtre de la pyramide de Khéops. Sur la statue de droite, on voit ses cheveux sans perruque. Les autres sculptures sont en revanche représentées avec la lourde coiffure. Il porte aussi plusieurs costumes. Voici son pagne rigide à 2 vantaux, sa tenue de travail. Il y a également un petit personnage, vraisemblablement son enfant, qui porte cette tresse sur le côté du crâne, ce qu'on appelle la mèche de la jeunesse. À l'instar de beaucoup d'autres, la tombe de Kar est équipée d'une fausse porte. C'est à travers elle que l'esprit du mort peut rejoindre le monde des vivants pour manger la nourriture laissée à son attention par ses descendants. De peur que les générations futures ne lui apportent pas toujours de quoi se sustenter, une liste d'aliments et de boissons, un menu, était gravée sur les murs. Celle-ci rassemble diverses quantités et sortes de vin, de bière, de pain, de gâteaux, de lait, de fruits et de légumes, plus qu'assez pour les besoins du mort dans l'autre monde.
Le fils de Carr, Idou, est enterré à ses côtés. Il avait hérité de certaines des fonctions de son père. Il est représenté ici, tandis qu'on lui rend hommage. La femme d'Idou est un petit personnage qu'il protège de toute sa stature. Le gibier et les pots d'aliments laissent deviner le niveau de vie que les nobles souhaitaient avoir pour l'éternité. Mais les tombes ne sont pas les seules à nous renseigner sur la vie des nobles enterrés à Gizeh. Nous savons même l'effet qu'avait la nourriture sur leur dentition. Sous la Grande Pyramide se dresse un bâtiment où leurs ossements sont entreposés. Frank Leake fait partie de l'équipe de Rosalie David. À la fois dentiste et égyptologue, il a examiné les dents de Toutankhamon. Il a aussi analysé cette collection d'ossements et de crânes exhumés par un archéologue américain dans les années 1920. Ils proviennent d'un mastaba de l'aile ouest de la Grande Pyramide. Tous ces gens vivaient aux environs de l'an 2650 avant Jésus-Christ. Il s'agissait des reines des pharaons, de leurs descendants, des grands prêtres et des dignitaires de la cour. Tous appartenaient donc à l'élite sociale du pays à l'époque, et en tant que tels, on peut les comparer à d'autres collections. Des crânes, nous ne retirons que peu de renseignements. L'un d'eux est manifestement mort suite à une blessure infligée par une arme tranchante, mais rien qu'un. Un ou deux souffraient de maladies crâniennes, probablement dues à une ulcération à la suite d'une blessure ou quelque chose de ce genre. Mais ce sont les dents qui nous offrent l'image la plus révélatrice des gens de cette époque. Voici le crâne d'un homme âgé de 25 à 35 ans. Il avait d'excellentes dents de devant, mais malheureusement, mâcher de la nourriture riche en minéraux a provoqué une usure des dents du fond, jusqu'à ce que le nerf de celle-ci soit mis à nu et qu'un gros abcès se forme au-dessus de la racine. Il a aussi beaucoup usé celle placée juste devant et un autre abcès est apparu. Celle-ci est morte beaucoup plus jeune. Il s'agit du crâne d'une jeune femme. Elle devait avoir... Oui, elle n'avait pas encore de dents de sagesse. Elle devait donc avoir entre 16 et 18 ans. Elle avait une dentition superbe et elle n'a jamais dû avoir mal aux dents. Contrairement à celle-ci. Il s'agit du crâne d'un homme qui devait avoir entre 30 et 40 ans, plus près de la trentaine. Malheureusement pour lui, ses dents se sont usées au point de faire apparaître la pulpe. Sur certaines, le nerf lui-même s'est retrouvé à nu. Mais heureusement, les dents se sont alors recouvertes de ce qu'on appelle la dentine secondaire, qui a protégé la pulpe. Du coup, il n'y a pas eu d'abcès. C'est uniquement quand la pulpe est mise à nu et qu'elle n'est pas recouverte que l'abcès se forme. À cause de l'articulation de ses mâchoires, ses dents se frottaient et il a usé la couronne de celle de devant. Il a donc eu un gros abcès sous cette incisive et un autre sous celle-ci. Il a également eu un abcès sous cette molaire. Cet abcès au niveau de la molaire s'est infiltré jusqu'au sinus et dès cet instant, notre homme a souffert de sinusite à répétition
Et il a dû connaître beaucoup de nuits blanches. 650 km séparent Gizeh de Luxor. Et c'est sur la rive occidentale du Nil, en face de Luxor, qu'on a appris le plus de choses sur la vie quotidienne des petites gens. Les villages modernes, situés à quelques kilomètres de la vallée des rois, ont probablement la même allure qu'à l'époque de Toutankhamon et de Séti. Et les gens qui vécurent ici furent ceux qui édifièrent les tombeaux des pharaons. Der el-Médina est un village d'ouvriers. C'était là que vivaient les familles des travailleurs qui ont bâti et décoré les tombes de la vallée des rois et de la vallée des reines, et bien sûr, celles des nobles. Les conditions de vie de cette communauté étaient probablement comparables à celles qu'on trouve dans certains villages d'Égypte à l'heure actuelle. Les maisons sont très petites. On vit la plupart du temps à l'extérieur. Les cuisines, les pièces pour dormir, en clair, les espaces de vie, sont en général très proches de ceux qui existent encore aujourd'hui. Les tas d'ordures de ces villages ont également été retrouvés et ils nous ont fourni énormément de renseignements concernant les activités civiles, domestiques et légales de la communauté. C'est fascinant. Ainsi, nous avons découvert que la première grève connue de l'Antiquité a eu lieu ici. Les ouvriers se sont mis en grève. Ils ont cessé de construire la tombe royale car leur ration de nourriture arrivait avec du retard. Et ce n'est que lorsqu'elles sont enfin arrivées qu'ils ont décidé de reprendre le travail. Il était tellement important d'achever la construction de la tombe du roi que la grève a porté ses fruits. Ces mini-pyramides reconstruites signalent l'emplacement d'anciens tombeaux. À cette époque, tout le monde voulait être inhumé avec style. La tombe de Senugem est très belle. Elle a été construite et décorée pour l'artisan en chef, le responsable des ouvriers. Manifestement, il a employé une partie de l'équipement et de la main-d'œuvre du tombeau royal pour édifier le lieu de son propre repos éternel. À l'époque, on croyait que tout individu, même très pauvre, vivrait pendant l'éternité au pays d'Osiris. On voit donc la représentation de ce dieu et de l'empire d'Osiris, le paradis où cette éternité se déroule. Senugem est accompagné par son épouse. On les voit représentés dans des scènes agricoles, mais aussi devant diverses divinités du monde souterrain. Mais Senugem et sa femme ne s'attendaient pas à cesser de travailler une fois dans l'autre monde. Les outils qu'ils utilisent sont quasiment les mêmes que ceux qu'on retrouve au musée de Manchester. Ainsi, cette faux, équipée d'une lame en silex collée au bois, a servi pour la dernière moisson il y a 4000 ans. En Égypte, on laboure encore aujourd'hui avec de fragiles charrues de bois comme celle-ci.
L'épouse de Senugem le suit avec humilité, semant les graines qu'elle tire d'un panier qu'elle tient de la main gauche. De grandes régions d'Égypte se sont industrialisées et modernisées. Mais dans le Fayoum, où nous avons tourné, la vie quotidienne évoque sans cesse les peintures des tombeaux et les objets des musées. La pioche, aujourd'hui équipée d'une tête en métal, est d'un usage encore très courant en Égypte et dans tout le Proche-Orient, où elle remplace à la fois la bêche et la pelle. Un artiste a recouvert les parois de la tombe d'un grand homme de représentations de ses ouvriers. Un bon nombre d'entre eux se servent de pioches équipées d'une fragile tête de bois, comme celle-ci, découverte lors des fouilles du village de Kaoun. Voici un instrument pour lancer les grains en l'air et laisser le vent emporter l'enveloppe. Dans l'oasis de Fayoum, une des zones les plus reculées d'Égypte moderne, la pyramide d'El Laoun survit depuis la 12e dynastie. Elle a été édifiée par Sésostris II. Il ne reste pour ainsi dire aucune trace visible du village appelé autrefois Kaoun, même si toute la zone n'a pas encore été fouillée. Il est très rare de découvrir les vestiges d'un village d'ouvriers. Les pyramides survivent, mais pas les maisons de ceux qui les ont bâties. La pyramide se compose d'un noyau central et de briques de boue. Et elle était pourvue à l'origine d'un revêtement qui a disparu. Ce que nous voyons, c'est le cœur de la construction. Les briques de boue étaient presque à coup sûr fabriquées dans les alentours. Et parmi les objets exhumés à Kaoun, nous avons découvert un superbe moule à briques utilisé à cet effet. Cette fabrique de briques est à une 8aine de kilomètres de la pyramide. Ce site a été fouillé par Sir William Flinders Petrie à la fin du XIXe siècle. Les objets découverts ont quitté Kaoun au cours des années 1890 et une bonne partie sont arrivés au musée de Manchester, car un industriel du textile de cette ville, Jesse Howarth, avait financé les travaux de Petrie. Et ça a été le point de départ de la collection du musée de Manchester. Dans cette collection se trouvent ce couteau de silex et ce panier, ces outils de construction, des poids et des fils à plomb, des jouets d'enfants, dont une balle de cuir très ravaudée, un petit bateau et un hippopotame. Et ce plateau en forme de poisson qui contenait autrefois du fard à paupières vert.
Dans un village non loin de Kaun, un vieil homme file du coton à l'ancienne. Ce sont les mêmes outils que ceux utilisés il y a 4000 ans et mis au jour par Flinders Petrie. Cette fronde, qui vient elle aussi de Kaun, permettait de chasser de petits animaux et des oiseaux. Voici un des rares exemplaires de baguette de bois et d'archet. On utilisait ce dernier pour faire pivoter la baguette plus rapidement sur une matrice de bois tendre, inflammable. Les maquettes de maisons découvertes dans certains tombeaux nous permettent aussi de deviner le mode de vie des Égyptiens de l'Antiquité. Les maisons étaient principalement faites de boue et avaient la plupart du temps un étage, voire deux. Leur intérieur était décoré de plâtre et de peinture, et elles étaient certainement très jolies dans leur style. Les habitants de Kaun avaient pour curieuse coutume d'inhumer des bébés sous leur maison dans des caisses et des bandelettes comme celle-ci. On ignore pourquoi. Ils ont également tout abandonné dans le village. Le plâtrier a laissé sa gâche sans même la nettoyer. La danseuse a oublié ses castagnettes. On suppose qu'ils ont abandonné cet endroit car ils venaient d'une autre région et qu'ils y sont retournés. Quelques-uns des objets qu'ils ont laissés font penser qu'ils provenaient peut-être de la région de la mer Égée et non d'Égypte. Les travaux effectués à Manchester se concentrent désormais sur Kaun et sur les objets qui en viennent. Et on emploie différentes techniques scientifiques pour tenter de répondre à certaines des questions que pose le village. Nous procédons à des analyses sur les poteries et les objets métalliques pour découvrir si certains d'entre eux provenaient de l'étranger. Et nous devrions en apprendre plus sur cette communauté. Le docteur Bill Newton est chargé de cours en chimie à l'université de Manchester. Une fois que nous avons prélevé suffisamment d'échantillons, et il est important d'en avoir assez pour faire une analyse multi-élémentaire, on pèse précisément cette poussière avant de la mélanger avec cette cellulose en poudre. Cette dernière va nous permettre de fabriquer une pastille solide. On met l'échantillon dans une presse à piston avec une quantité de cellulose précise. En exerçant une pression de l'ordre de 10 tonnes par 6 cm et demi au carré, on obtient une pastille de ce genre. Ensuite, on enrobe cette pastille dans une feuille d'aluminium. Après cela, on y inscrit le nom de l'échantillon et on fait de même pour les 24 autres. On les met ensuite dans un réceptacle prévu à cet effet, avec un produit standard pour obtenir un étalonnage, et on les envoie au réacteur de l'université. Après irradiation, ils reviennent ici et on démonte les pastilles. Nous les installons ensuite dans des bacs en plastique. Puis, on les met dans un appareil de comptage qui nous permet de connaître quels éléments se trouvent dedans. Grâce à cette opération, nous pouvons déterminer jusqu'à 28 éléments. Ils constituent les empreintes digitales des objets de Kaun.
À partir de ces empreintes, nous pouvons tirer des conclusions solides sur l'origine et les différentes caractéristiques de ces objets. Elle se distingue de l'ancienne technique utilisée par Petrie au XIXe siècle, car elle constitue une approche beaucoup plus objective et plus perfectionnée du problème. Elle nous permet de dire si les objets de Cahun, plus particulièrement l'argile utilisée par les potiers de l'Antiquité pour fabriquer les ustensiles, provenaient tous de la même source. Nous pouvons également dire si cette source est locale ou si les matériaux venaient des quatre coins de l'Égypte. Le travail de Bill Newton permet aux archéologues de vérifier à coup sûr la provenance de la moindre poterie qui semble se distinguer des autres. Et ces premiers résultats indiquent clairement que l'argile de ces poteries vient de plusieurs endroits. Envisager l'ensemble du problème égyptien et remettre les objets de Cahun dans le contexte du reste des collections égyptiennes est bien sûr un projet de grande envergure qui représente une dizaine d'années de travail pour plusieurs groupes. Mais analyser les quelques 80 échantillons de Cahun que nous avons nous prendra entre 6 et 12 mois. Cahun est un des rares endroits où des outils en silex ont côtoyé des outils de bronze et de cuivre. Le village a été abandonné au début de l'âge du bronze, mais certains objets, comme ce miroir, ont été très façonnés, avec talent. Ce projet cherche à découvrir ce que les habitants connaissaient en matière de fonderie et d'utilisation des métaux. Alors, qu'avons-nous? Un ensemble d'outils qui vient du musée. Ce sont les mêmes que ceux que vous avez reçus de Cahun. Ça, c'est un petit miroir. Ça va être plus difficile pour ceux-ci car je ne peux pas les forer. Et ils sont fragiles, non? Je vais devoir faire tailler des petits bouts. Le professeur Gordon Gilmore s'occupe de l'analyse par activation au réacteur de recherche de l'université de Risley. Ça, c'est un autre miroir, pour que vous le compariez avec celui qui vient de Cahun. Mais vous allez peut-être le trouver un peu fin pour le percer. Le trou est assez petit. Ça ne pose aucun problème. Je peux toujours nettoyer la surface et utiliser la râpe. Un tout petit échantillon suffit pour analyser l'ensemble des éléments du métal. Cette technique est utilisée dans l'industrie aussi bien qu'en archéologie. On l'utilise régulièrement pour analyser des échantillons d'origine géologique, médicale ou industrielle. C'est une technique relativement méconnue du grand public, car évidemment tout le monde ne dispose pas d'un réacteur nucléaire. Les gens ont recours aux techniques à leur disposition au laboratoire. On met l'échantillon dans un réacteur qui le bombarde de neutrons, ce qui a pour but de mélanger tous les éléments radioactifs. On utilise ensuite des détecteurs, principalement des détecteurs à rayons gamma, qui permettent de démêler cet écheveau. On obtient donc une liste d'isotopes qui nous dit ce qui se trouve dans l'échantillon. Quand on fabrique un métal, sa composition revêt deux aspects. La première, c'est l'intention de son fabricant. Quel alliage il voulait faire? Voulait-il obtenir du bronze ou simplement du cuivre? Mais il y a aussi des oligo-éléments dans le minerai. Et on espère qu'ils ont été inclus dans le métal lors de la fonte. En analysant, par exemple, deux échantillons de bronze, nous espérons pouvoir dire que le premier vient de tel endroit et le deuxième de tel autre. Ces représentations d'artisans et de leurs activités montrent des hommes qui fondent et moulent des métaux précieux. La fonte faisait peut-être partie des activités quotidiennes sur les propriétés des nobles.
Mais que savait-on de cette science? Avait-on commencé par faire des expérimentations sur des alliages? Le minerai de cuivre trouvé à Kaoun est relativement pur, mais la plupart des objets découverts contiennent des additifs et des oligo-éléments, comme l'a montré Gordon Gilmore. Les Égyptiens qui ont fabriqué ces outils savaient-ils rendre un ciseau plus résistant, un couteau plus affûté et qui conserverait son tranchant plus longtemps? Un bon nombre d'objets contiennent des traces d'arsenic et d'étain qui ont pu rendre le métal plus dur, mais certaines têtes de hache contiennent de l'argent. Personne n'a encore deviné pourquoi. Il s'agissait d'un métal très rare à cette époque en Égypte, et il n'aide pas une hache à trancher des chairs. Les projets Kaoun et Momi avancent à l'unisson. Des techniques médicales et industrielles ont été adaptées dans ce but. Voici la momie d'un garçon inconnu. Nous nous intéressons particulièrement au poignet, car nous pouvons prendre des clichés sous des angles différents, ce qui nous permet de comparer ces os avec ceux des tableaux d'évaluation d'âge pour avoir une idée de l'âge de cet enfant. Nous avons incliné l'appareil à rayon X, ce qui nous permet d'observer le crâne de côté. C'est particulièrement intéressant car nous avons découvert la présence de résidus. Nous supposons qu'il s'agit de tissus cérébraux. Sur cette même radio latérale, nous voyons que l'os situé en arrière de la fosse pituitaire est intact. C'est important, car l'utilisation de cette route d'accès habituelle pour l'extraction des tissus cérébraux se traduisait souvent par la fracture de ce morceau d'os. Si on examine l'arrière du crâne, on ne voit pas non plus d'indication que cet endroit a été utilisé pour entrer. Les os sont entiers à l'endroit où le crâne s'appuie sur la colonne vertébrale. Les dents sont bien visibles. Il avait vraiment une bonne dentition. Toutes ses dents de lait sont là. Il n'en avait perdu aucune, ce qui nous conforte dans l'idée qu'il s'agissait d'un jeune enfant. À la fin de l'Antiquité, le procédé de momification était tombé en désuétude, mais il donnait encore des résultats exceptionnels. On voit encore la couleur de la barbe de cet homme. Les faucons et quelques autres animaux qu'on considérait d'essence divine étaient eux aussi momifiés. Tous ceux-ci ont été passés au rayon X à l'infirmerie royale de Manchester pour s'assurer que le squelette et l'ensemble de l'animal sont bien à l'intérieur des bandages. Le but de la momification était religieux, mais son procédé relevait de la science, et tout ce qu'on peut en apprendre a un intérêt. Il ne reste que quelques milliers de momies dans le monde. Un grand nombre ont été détruites, et tout ce qu'on peut apprendre à leur sujet est important, car toutes finiront par se détériorer. Cette momie délivrée de ses bandelettes s'appelle Asrou. C'était une chanteuse du temple d'Amon-Ré. Allez, on lève. Bien. On pose. Bien. Elle est en route pour l'infirmerie royale où on va l'examiner en détail. Les techniques utilisées sont l'endoscopie et la radiologie. L'endoscopie consiste à insérer une sonde à l'intérieur du corps ou à travers les bandelettes pour découvrir des tissus ou des renseignements relatifs aux techniques d'embaumement. Le docteur Eddie Tapp. Nous introduisons l'appareil à travers l'œil pour atteindre directement l'étage crânien antérieur. On a une image assez bonne des sillons formés par les vaisseaux sanguins sur le côté du crâne. On ne constate aucune anomalie. On passe ensuite dans l'étage crânien moyen. Il y a beaucoup de résine. Je ne vois aucun tissu cérébral, mais on a dû faire couler beaucoup de résine dans le crâne au moment de la momification.
Il y a aussi de drôles de cocons. Je ne saurais dire de quoi. Je vais ressortir la sonde pour la réorienter. Ah oui. Il y a une grosse bestiole ici. C'est un scarabée. Il est englué dans la résine. Il doit donc être là depuis l'embaumement. Piégé dans la résine. Oui. Je ne pense pas pouvoir extraire la bestiole. Elle me paraît bien collée. Si on referme cette pince, je vais voir si j'y arrive. Je suis histopathologiste et j'examine des spécimens chirurgicaux au microscope. Quand le docteur David a réuni autour d'elle une équipe, elle m'a demandé de faire des recherches sur les maladies de l'ancienne Égypte. Vous l'avez dit, le problème, c'est de l'attraper. Je dois dire que j'ai été assez sceptique quand elle m'a contacté, car les tissus sont très durs, très déshydratés. Et ce n'est pas le genre de choses avec lequel nous avons l'habitude de travailler. Mais nous avons enregistré quelques succès en examinant des tissus normaux au microscope et en y découvrant des preuves de maladie. Pour la passer au rayon X, il faut l'attacher. Laissez un peu de mou. Ça devrait la tenir. C'est bon? C'est bon. Elle va rester tranquille. Très bien. Pouvez-vous me donner l'endoscope? Je vais insérer l'instrument et le diriger à l'aide de l'écran, car je m'intéresse à une zone assez proche du milieu du corps où se trouvent des tissus pulmonaires racornis. En positionnant l'endoscope à cet endroit, je sais que si je prélève des tissus, j'aurai exactement ce que je veux. Chez au moins 3 des momies que nous avons examinées jusqu'à maintenant, dans tous les morceaux de poumons, nous avons trouvé des traces de pneumoconiose. Dans ce cas-là, les poumons s'abîment à cause de la présence de sable. Cette matière aura certainement été inhalée lors d'une tempête. Cette forme d'affection est très proche de la pneumoconiose du houilleur et de celle des tailleurs de pierre de notre époque, et elle a pour conséquence de vous essouffler. Dans certaines circonstances, cela exige des efforts supplémentaires au niveau du cœur, ce qui peut engendrer des arrêts cardiaques. Mais les infections bactériennes ou virales devaient être monnaie courante compte tenu des conditions de vie. Il y a beaucoup de matériaux. Y a-t-il des insectes? Je n'en vois pas, non. On peut voir l'omoplate. Je viens de vous dire que je ne voyais pas d'insectes, mais je viens d'en trouver un, une larve. Elle ressemble beaucoup à celle trouvée dans le crâne. Elle est attachée sur l'omoplate. Ce n'est qu'au cours des dernières années que j'ai examiné des segments d'intestin au microscope. Cette étude a montré que cette momie était parasitée par des strongyloïdes. Il s'agit d'un petit ver qui vit dans les intestins. On l'attrape si on se déplace à proximité d'une eau contaminée, en général par la plante des pieds. Des formes immatures de ce ver s'y installent, voyagent à travers les veines jusqu'aux poumons et finissent dans les intestins où elles atteignent le stade adulte. Elles pondent des œufs qui sont ensuite expulsés par les voies naturelles qui infectent les eaux et le cycle recommence.
En observant cette zone, on voit peut-être des tissus. De manière générale, les Égyptiens ne souffraient pas des maladies qui nous touchent aujourd'hui. Les maladies artérielles comme l'artériosclérose, les maladies dégénératives des artères étaient relativement rares. En clair, ils mouraient certainement rarement de crise cardiaque, contrairement à nous aujourd'hui. Ils souffraient en revanche davantage de carences nutritives et surtout d'infections. L'Égypte est une contrée intemporelle et envoûtante. Il est difficile de se dire que ce qu'on y voit encore aujourd'hui, c'est ce que les pharaons ont connu. Pourtant, dans certains cas, c'est tout à fait vrai. Dans l'Égypte moderne, on peut encore voir des équipements utilisés il y a au moins 5000 ans. Ce chadouf est une grue à balancier qui permet de tirer l'eau de la rivière. Il date d'avant l'invention de la roue et existait bien avant que le premier chameau passe au pied des pyramides. Aujourd'hui encore, alors que le barrage d'Assouan a transformé l'écologie du Nil, le chadouf et le bateau à voile, la felouk, sont toujours couramment utilisés. Dresser un tableau complet de la façon dont les Égyptiens vivaient et mouraient est presque impossible. D'anciennes coutumes ont survécu jusqu'à aujourd'hui et elles nous racontent une histoire. Le paysage et les gens ont sûrement la même allure. Nous apprenons aussi grâce aux peintures des tombes. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient résolument optimistes quant à la qualité de la vie dans l'autre monde. Leurs peintures nous montrent ce dont ils espéraient jouir, une terre fertile, isolée, une contrée d'abondance, de richesse et de plaisir. Toute représentation d'opulence sur les murs était censée se reproduire par magie pour le plus grand bien des riches. Le défunt serait éternellement jeune, éternellement amoureux, éternellement satisfait. Vision idyllique, mais les vestiges physiques le sont beaucoup moins. La plupart des Égyptiens mouraient avant d'avoir 40 ans. Leur corps grouillait de vers et de microparasites. Leurs pains usaient leurs dents. Telle était la dure réalité de la vie et de la mort dans l'Égypte antique, sur laquelle le projet de l'Université de Manchester commence à lever le voile.